Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission 44, on parle de prévention des surdoses. Bienvenue à Studio Libre. Le 10 avril est une journée qui peut sembler ordinaire. Mais c'est une journée très importante parce qu'on parle d'un sujet vraiment très actuel et qui fait des ravages dans notre société jour après jour, peu importe le mois de l'année. On parle évidemment de surdose et on va en discuter avec Yves Séguin, directeur général du Centre d'intervention et de prévention de la toxicomanie de l'Outaouais. Bonjour, M. Séguin. Bonjour. C'est, comme je le disais, une journée, le 10 avril, la journée contre les surdoses. On parle du sujet, mais c'est un sujet qui, vous le voyez, c'est à tous les jours là, qu'on peut être susceptible, surtout quand on est un consommateur, de succomber à une surdose. Oui, absolument. Quand on parle de journée, là, au mois d'avril, il y a tout le temps une journée d'action contre les surdoses. Nous, ici, en Outaouais, on a choisi le 10. Il y en a une le 24 à Montréal. Il y a même une délégation de l'Outaouais qui va aller les rejoindre à Montréal. On parle aussi d'une journée, le 31 août, de la journée internationale de sensibilisation aux surdoses. Mais là, on veut parler d'action. Et c'est pour ça là, qu'on organise une activité là, qui, justement, on veut que les gens ordinaires, mais aussi les personnes qui sont en position d'autorité, politiciens à tous les niveaux, municipal, provincial, fédéral, qui passent à l'action. On le voit, les surdoses, on en parle à pratiquement tous les jours. À toutes les semaines, au moins dans les nouvelles, on voit des cas de surdose. Qu'est-ce qui cause cette augmentation-là? Parce que me semble qu'il y a quelques années, bon, pré-pandémie, on en entendait parler ici et là, mais pas autant. Non, c'est certain que la pandémie a changé beaucoup de choses au niveau de la composition des substances. C'est-à-dire que on voit beaucoup de contamination. On parle beaucoup de fentanyl, mais il y a aussi beaucoup d'autres types de substances qui peuvent justement être dans notre drogue qu'on s'attend pas à avoir là. Hein, quand on dit, ben moi, je fais le gros party en fin de semaine, je vais m'acheter peut-être de la cocaïne ou je vais m'acheter du speed, ben on pense que ça va nous donner de l'énergie, mais oups, il y a peut-être un mélange qui a été fait avec ça, soit de façon volontaire ou de façon involontaire. Et c'est là que le risque est augmenté parce qu'on sait pas qu'est-ce qu'on prend. Et on ne sait pas non plus aussi qui a préparé cette fameuse concoction-là. Ça peut être fait dans le derrière d'une cour. C'est sûr que c'est illégal, donc c'est pas fait dans un beau petit laboratoire tout propre puis qui s'assure de mettre comme dans un médicament la bonne quantité et ce qui est dit dans la fameuse pilule, exemple donné. Donc, c'est un peu jouer à la roulette russe là, quand on décide de consommer une drogue qui vient de la rue. Oui, absolument, absolument. Puis là, maintenant, on parle de rue, mais on devrait aussi parler d'Internet, le web. Ah ben oui. Parce que ce qu'on voit de plus en plus maintenant, c'est oui, il y a des revendeurs là, qu'on peut appeler, qu'on peut rencontrer, mais ce qu'on observe, tant chez les jeunes que chez les moins jeunes, c'est l'accès à différentes substances sur Internet. Encore une fois, c'est pas parce que ça vient dans un beau petit colis ou que c'est marqué une substance X, là, que ce soit cocaïne ou autre, sur notre petite enveloppe, que c'est réellement ça que ça contient. Donc ça aussi, là, cette fausse sécurité-là, que quand on fait un achat, là, parce que c'est certain que quand on va l'acheter en arrière, là, on dans la ruelle, là, mais peu importe, là, quand on l'achète sur le marché noir, peu importe si c'est dans la rue ou sur le web, il y a un risque, bien entendu. Et on parle souvent d'un certain préjugé envers les consommateurs. Et d'ailleurs, c'est une publicité du gouvernement du Québec qui fait réaliser, on a un squeegee qui lave une vitre et un gars, apparence totalement normale, et dit « Ben va faire une overdose ce soir ». Mais le Ben, c'est le gars dans le char et non pas le squeegee qu'on pense avec ce préjugé-là. Parce que la consommation d'opioïdes, notamment, ben c'est tout le monde là qui est susceptible peut-être d'un jour essayer ça, entre guillemets, puis d'en devenir accro, là. Oui, ben c'est certain, hein, justement, l'idée que ce sont uniquement les gens de la rue, en situation d'itinérance ou en grande situation de grande marginalité qui sont les victimes ou les premières victimes, il y en a. Il ne faut pas les oublier, puis on doit être là pour eux. Par contre, ce qu'on voit, c'est que la majorité des surdoses surviennent dans un domicile. Donc, c'est quelqu'un qui habite quelque part. Il y a peut-être une vie rangée, peut-être pas non plus, mais ça peut être un homme, ça peut être une femme, il peut être âgé. Tu sais, c'est certain
au niveau moyenne, c'est un homme âgé d'environ 30 à 40 ans. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi des femmes. Il y a aussi des personnes plus âgées. Il y a des plus jeunes. Puis ça, bien que ça soit suite à une consommation dite pour le plaisir, pour le loisir, mais on voit aussi beaucoup de gens qui, leur consommation proviennent plus de... Justement, il y avait une prescription auparavant, suite à un accident d'automobile ou un accident au travail, douleur chronique. Là, le médecin lui prescrit des opioïdes ou autres substances. Et là, à un moment donné, le médecin dit, ben là, je pense que tu devrais être correct, ou on diminue ses doses. Et la personne ressent un malaise, a un effet de sevrage qui s'installe. Donc, cette personne-là, là, elle veut pas faire le party, elle veut pas se geler. Ce qu'elle veut, c'est faire enlever ses symptômes de sevrage. Et là, ben, elle se retourne où? Ben, elle se retourne où elle peut en acheter, vu qu'elle ne peut plus en avoir comme prescription. Mais là, c'est là le danger, parce qu'elle va s'en procurer là où, justement, on n'a pas fait tous les tests et les vérifications pour savoir ce que contient la substance comme telle. Et vous voulez faire des actions, vous avez une activité qui consiste à quoi? Ben, c'est-à-dire qu'on invite la population ainsi que les élus de la région et les candidats et les candidates aux élections fédérales. On va en profiter. Exact. À venir nous rejoindre au Minotaur, là, dans le vieux hall, au niveau là, de venir participer à un quiz pour commencer. Tester nos connaissances. Hein? Qu'est-ce qu'on connaît? Là, on parlait tout à l'heure de fentanyl, mais il y a aussi bien d'autres choses. Le danger des mélanges, par exemple, ça, on l'oublie souvent. On parle pas souvent. On dit, il a pris telle affaire. Est-ce qu'il a pris juste cette chose-là? Ou y a-tu de l'alcool, notamment? L'alcool, un dépresseur, hein, quand tu le mélanges avec un autre, avec un benzodiazépine, par exemple, etc. Donc, il va y avoir ce bout-là plus de sensibilisation, mais aussi ce qu'on veut, c'est que les gens s'en parlent. Hein, on veut que les gens viennent, puis que se disent « Hey, moi, je vais prendre action. Si je consomme ou je connais quelqu'un qui consomme, je vais aller dans les services d'analyse de substances. Hein, » parce qu'on peut maintenant faire vérifier nos drogues. Ça existe un peu partout au Québec, à Gatineau en particulier. On a même un service mobile au CIPTO, donc on peut se déplacer vers les gens. Je sais que le Bras-Outaouais, lui, son service est fixe. Mais donc, de passer à l'action, ça veut aussi dire « Ben, moi, je vais faire attention à moi en passant l'action, mais aussi, ça peut être de, justement, peut-être appeler son député pour dire, écoute, moi, je pense qu'on a besoin d'une réflexion plus grande sur peut-être pourquoi pas, hein, aller jusqu'à pas déréglementer, mais justement mieux réglementer sans nécessairement judiciariser. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est penser peut-être à ce qui s'est passé au Portugal, par exemple, où on a légalisé, décriminalisé certaines drogues. Donc, il faut réfléchir à ça parce que la problématique, elle est là. La problématique, oui, on peut y investir des sommes importantes pour faire de la prévention. Vous aviez parlé tout à l'heure d'un exemple d'une publicité. Il peut avoir aussi accès maintenant à la naloxone. Hein, oui. Ce qui est bon, c'est comme extraordinaire là, pour renverser une situation de surdose de quelqu'un qui a consommé des opioïdes. Mais au-delà de ça, ben, il faut réfléchir à plus, faire autrement. Et une des choses qu'on veut faire, c'est l'amener dans l'espace public pour déstigmatiser la consommation. Parce que ça, pour nous, le premier obstacle, et surtout pour les personnes qui consomment, puis on se prépare, là, un petit panel, en plus là, du petit quiz, il va y avoir un panel, puis il y a quelqu'un avec un savoir expérientiel qui va être là. Donc, quelqu'un qui a consommé, qui consomme, qui est père aidant maintenant, donc qui est prêt à aider les autres là, par rapport à réduire les risques de surdose. Bien, la première chose qu'il nous a dit, c'est la stigmatisation. Le premier obstacle à demander de l'aide, soit pour ralentir ou arrêter, mais aussi pour se poser des questions ou pour consommer de façon plus sécuritaire, c'est de ne pas se faire juger. Puis là, on a toujours encore plein de jugements. Que tu sois une personne plus en situation d'itinérance ou que tu sois un jeune, hein, que tu ne veux pas en parler, tu as peur de te faire dire « Oh, attention, tu vas devenir un bum », ou même comme plus vieux, dire « Ben moi, je ne veux pas en parler à mon médecin parce que mon médecin m'avait prescrit des choses, là, il ne me prescrit plus rien. » Donc, tout ça mélangé font en sorte que cette stigmatisation-là, ce jugement-là qu'on porte envers les personnes qui consomment des drogues fait hésiter les gens à aller chercher de l'aide ou à prendre des moyens pour réduire ces risques si on choisit de consommer. Oui. Vous l'avez mentionné, et Philippe Boilly, qui a fait un film qui parle justement de consommation, et on parlait dans ce micro, et il m'a dit, il y a un certain temps, pas si lointain, notamment au CISO,
eh bien, la vision était, ben, il faut que tu arrêtes de consommer avant d'avoir les services pour qu'on puisse t'aider. Mais c'est un peu un vœu pieux de dire à quelqu'un, ben, tu consommes depuis X nombre d'années et en quantité quand même assez importante, ben là, arrête, puis après ça, et ça a changé un peu avec le temps. Quand est-ce qu'on a compris que c'était peut-être pas la meilleure manière dans l'abolition des méfaits, mais plutôt dans la réduction des méfaits? Bien, il y a encore des endroits où c'est difficile de penser que la personne qui consomme et qui n'est pas prête à arrêter, qu'on va devoir quand même l'aider. Mais c'est vrai que ça soit, par exemple, à ce qu'on appelait Gélinec auparavant. À Gélinec, là, c'est quand tu seras assez motivé pour arrêter, on va t'accueillir pour de la désintox, on va t'accueillir pour ta thérapie. Le changement s'est opéré là, dans les 15-20 dernières années, mais tranquillement. Tranquillement, il y a encore du chemin à faire, c'est-à-dire qu'au niveau là, de l'ouverture de certains centres, comme le centre de réadaptation en dépendance, d'avoir une certaine ouverture à la réduction des méfaits, ça existe. Bien entendu, la réduction des méfaits, un des grands mythes, c'est de penser que si toi, tu veux arrêter de consommer, c'est pas pour toi. Bien non. Si toi, ton désir, ton objectif, c'est d'arrêter de consommer, mais la réduction des méfaits peut t'aider vers là, de la désintox, vers de la thérapie. Mais si tu n'es pas prêt à arrêter de consommer ou la désintox, ça ne colle pas à toi, la thérapie ne colle pas, il y a peut-être, par exemple, des façons autres de faire, comme par exemple au niveau de la méthadone ou de la suboxone. Donc, on offre une alternative, un médicament qui te permet justement de prendre cette substance et faire baisser les symptômes de sevrage. Donc, tu sais, ça a pris un petit bout avant que ça soit accepté à Gélinec, parce qu'on disait non, on remplace une dépendance par une autre. Mais maintenant, tout à fait accepté, un service qu'on peut recevoir là-bas. Moi, je pense qu'il faut aller même plus loin. On travaille à un projet en ce moment avec une clinique communautaire où une infirmière praticienne va accompagner les gens dans, justement, obtenir une prescription. Et là, ça va loin. C'est-à-dire que la personne a tenté la thérapie, a tenté même le TAO, là, qui est la méthadone ou la suboxone, va essayer à ce moment-là quelque chose d'autre. La personne va continuer à consommer. Fait que ce qu'on se dit, c'est est-ce qu'on pourrait lui prescrire un stimulant pour quelqu'un qui prend des stimulants, quelqu'un qui était plus habitué au speed, par exemple, ou est-ce qu'on peut lui procurer un opioïde, donc un opioïde de synthèse plutôt que quelqu'un qui prend du fentanyl, quelqu'un qui, là, le risque est beaucoup très grand parce que la quantité qu'on prend est difficile à évaluer et tout ça. Donc, c'est minimum aussi le fentanyl. Bon, est-ce qu'on peut lui prescrire des dilodides à cette personne-là? Et que son accompagnement est un accompagnement médical. Donc, on regarde ça comme une situation de santé publique et non comme de sécurité publique. Ça aussi, il faut changer sa lunette. Puis pour ça, bien, c'est intéressant avec un accompagnement psychosocial pour chercher aussi à accompagner la personne dans le reste de ses sphères de vie. Parce que c'est bien entendu quelqu'un qui dit « All right, j'ai accès à un médecin ou dans ce cas-ci une infirmière praticienne pour nous aider, pour l'aider, c'est-à-dire à consommer de façon beaucoup plus sécuritaire. » Mais je pense que la personne a aussi besoin d'accompagnement pour les autres sphères de sa vie. Et ça, que ce soit le logement, que ce soit les aspects judiciaires. Souvent, les personnes qui consomment ont eu des problèmes de judiciarisation, etc. Donc, tout cet accompagnement-là, c'est ça la réduction des méfaits. Il y a la partie aide personnelle, il y a la partie aide plus collective, mais le changement de mentalité, mais même aussi les changements de loi. C'est ça qu'il faut faire, le changement de politique sociale. Donc, être capable, là, justement, d'offrir aux personnes un ensemble de services, pas uniquement sur sa problématique. C'est une approche qu'on appelle holistique. Tout le monde connaît ça, dans le sens où on regarde la personne dans son ensemble et lui permettre à cette personne-là d'être partie prenante de ces choix-là. Parce que là, ça aussi, c'est important. On ne peut pas dire hey, « je sais ce qui est bon pour toi, ça va être ça ». Mais si la personne dit « ben moi, j'aimerais arrêter ou j'aimerais ralentir ou je me pose des questions », ben là, maintenant, je crois qu'il y a un peu plus d'endroits qui font ça, mais c'est pas encore assez... je te dirais, varié. Il y a encore trop peu de portes à laquelle cogner où on va prendre vraiment la réduction des méfaits, pas seulement
pas pour une petite partie, mais l'ensemble de ce que ça peut offrir là, comme approche. Oui. Vous l'avez mentionné, la naloxone est arrivée, bon, ça fait quand même relativement longtemps, là, que moi, il y a quelques années, détrompez-moi si je me trompe, plus de 10 ans. Oui, à peu près 10 ans. À peu près 10 ans. Et donc, ça a été quand même une arme contre les surdoses et ça sauve des vies à tous les jours. Et encore là, il y a peu de gens qui savent qu'on peut l'avoir gratuitement. Là. N'importe quel citoyen peut l'avoir gratuitement en pharmacie, là, sous, je pense que c'est par respiration, si je ne me trompe pas. Et puis, ça fait un miracle, littéralement. Là. Bien, pour les gens qui consomment des opioïdes, c'est certain que c'est vraiment l'outil qui est numéro 1, là, c'est-à-dire qu'on fait une surdose, on peut, mais il ne faut pas avoir consommé seul. Si on est seul, on ne peut pas s'en servir. Faut que ça soit aussi une consommation d'opioïdes, parce que tantôt, on parlait de mélange d'alcool, de benzodiazépine. Bien, la personne va faire une surdose de type dépression respiratoire, comme si on était sur des opioïdes. Mais là, on pense que, on a la solution. Là, et ça fonctionne pas. Et ça fonctionne pas. Donc, il y a cet aspect-là aussi qu'il faut penser. Mais oui, mais d'avoir des réflexes, que ça soit d'aller à sa pharmacie chercher un kit de l'anoxone, jaser avec notre pharmacien pour savoir comment on peut y apprendre ça. Il y a des petites vidéos de 10 minutes sur YouTube pour savoir aller à des organismes communautaires comme le CIPTO, en jaser, mais aussi d'aller plus loin, de faire vérifier sa drogue. Là. Pour moi, ça, là, c'est une des avenues qui peut être très, très intéressante. Mais ça, il faut développer ce réflexe-là. Parce qu'en Europe, dans le milieu festif surtout, un peu ici en Amérique du Nord aussi, là, dans les milieux festifs, ça a commencé un petit peu. Hein? Mais en Europe, là, les gens, ils savent. Ils prennent, je m'en vais dans un rave, je veux faire tester, c'est vraiment de la MDMA, hein, de l'ecstasy, où il y a quelque chose de... Il y a du mélange là-dedans, moi, je veux faire attention à moi. Bien, ça fait plusieurs années que c'est ça. Maintenant, on peut l'offrir. Le bras fait ça. Le CIPTO appuie le bras dans leurs objectifs de justement être présent dans les milieux festifs. Mais ça, il faut le développer, ce réflexe-là. Il faut être capable de se dire, hey, moi, en fin de semaine, je vais en faire le party, je me suis acheté quelque chose sur Internet, je viens de le recevoir. Bien, avant de le consommer, je vais aller le faire vérifier. Puis comme ça, je vais être au courant de ce que c'est. Puis si ce qu'on me dit, ce que ça contient, me fait trop peur, bien, je peux le remettre, puis on va le détruire. On peut aussi dire, bien, tu peux couper, prendre juste la moitié de dose, par exemple, hein? Diminue tes doses. Ne consomme pas ça. Assure-toi d'être dans un environnement où tu es en sécurité. Donc, c'est-à-dire de dire aux gens, hey, à soir, moi, je consomme telle affaire. Donc, s'il m'arrive quelque chose, vous le savez, vous pouvez m'aider. Que ça soit quand on appelle le 911. Et que là, de savoir la substance, déjà là, ça aide beaucoup. Là. Exactement. Donc, tout ça, tous ces messages-là de prévention, en réduction des méfaits, de prévention de surdose, ça aussi, il faut les répéter, puis se mettre en tête que, bien, oui, c'est certain, si on veut un risque zéro, je fais une consommation zéro, mais en même temps, il faut être réaliste. C'est pas une consommation zéro pour tout le monde. Ouais, donc, d'être capable d'avoir des réflexes justement, de faire vérifier sa substance, d'en parler aux autres, de diminuer ses doses, de ne pas être seul, pour moi, c'est essentiel. Avoir une trousse de l'anoxone, c'est aussi un outil à avoir sur soi. Et on parle de tout ça, et j'ai une question qui vient de m'arriver en tête. Quand on parle de faire analyser ces drogues, est-ce qu'il y en a qui ont peur de dire, ben si je les fais analyser, ils vont me les enlever. Et j'imagine que c'est une peur qui doit arriver chez certains là, qui consomment et disent, ben, regarde, moi, je veux pas me faire enlever mes drogues en me disant que, bon, c'est mauvais pour moi ou ça, je la consomme et j'ai l'habitude de la consommer souvent. Donc, est-ce que c'est un questionnement qui se pose justement chez certains consommateurs? Bien, c'est certain qu'il y a certaines personnes qui ont peur de venir d'abord parce qu'ils ont peur de dire se faire identifier comme consommateur. Okay. Ça, c'est la première chose. La deuxième, bien, même si rendu sur place ou quand nous, on se déplace avec notre mobile, donc la distance à traverser est peut-être moins grande, mais quand on est sur place pour le faire analyser, nous avons une attestation de Santé Canada qui fait qu'on est exempté de la loi. Donc, on ne peut pas se faire arrêter, mais pendant que tu viens jusqu'à nous, tu pourrais te faire arrêter. Donc, tu sais, des craintes comme ça, des craintes de dire, ben, j'aime mieux ne pas savoir ce qu'il y a dedans, ça arrive aussi, mais chaque fois que les gens viennent une première fois puis qu'on leur explique
qu'on utilise un spectromètre, qu'on utilise des bandelettes de test, qu'on utilise aussi la colorométrie, donc une substance chimique qui permet d'identifier la composition de la substance, bien, les gens sont bien contents de savoir ce que c'est finalement. Puis, c'est leur choix. On leur laisse, c'est à eux. D'abord, on prend seulement une mini-partie de la substance. Le reste lui, est remis à la personne. Si elle le donne au complet, on fait juste, de toute façon, prendre un petit morceau, puis le reste, on la remet. Et si la personne veut repartir avec, peu importe ce qu'elle contient, nous, l'important, c'est qu'on puisse avoir cette jase-là avec elle pour dire, ben, hey, finalement, toi qui pensais que ça contenait de la méthamphétamine, ben, finalement, c'est pas juste ça. Il y a tel autre produit, puis là, on peut expliquer. Et voici les effets. Oui, quels effets que ça peut faire. Donc, permettre cet échange-là, puis ces messages de sensibilisation-là qui permettent justement à la personne de faire un choix beaucoup plus éclairé. Puis c'est ça qu'on veut faire. C'est-à-dire que quand tu vas t'acheter une alcool, que ce soit au dépanneur, que ce soit à SAQ, ben tu sais ce que tu vas prendre. Hein? C'est marqué sur la bouteille. La concentration. La concentration d'alcool, etc. Donc, tu as une bonne idée de ce que tu vas-tu prendre un verre de fort gros de même ou non? C'est du fort. Fait qu'on va faire attention, etc. Mais c'est la même chose. Bon, c'est pas parfait encore, mais ça demeure que on consomme de façon plus éclairée. Et si jamais les gens ne se sentent pas à l'aise et dire « Ah non, moi, je ne veux pas prendre de risques », ils peuvent nous le laisser. Et nous avons tout un protocole pour soit la destruction ou l'appel aux policiers là, pour le faire venir le chercher quand c'est en plus grande quantité. Là. Mais comme je disais aussi, ben, c'est que les gens, faut accepter que ben, il y a des gens qui consomment et il faut accepter de les aider aussi. Comme je disais, il y a certains qui sont encore hésitants. Oui, mais j'ai le goût de dire que d'abord, c'est pas tout le monde qui consomme. Puis si on faisait le parallèle avec les produits plus légaux comme l'alcool, même maintenant le cannabis, le cannabis, ça l'a montré, les gens sont plus portés à poser des questions, à demander de l'aide. L'alcool, c'est un peu ça, mais ça demeure tabou. Hein? Quelqu'un qui a un problème de dépendance, que ce soit à l'alcool ou à une drogue qui demeure illégale, bien, c'est certain que c'est pas facile d'aller chercher de l'aide. Et c'est pour ça qu'il faudrait juste y voir, parce que si on continue à voir ça comme un problème de justement de sécurité publique, où la personne est criminelle. Ouais. Je pense pour ça aussi que les lois font en sorte qu'on regarde quelqu'un différemment. Hein? Parce que là, je veux dire, maintenant, on parle plus ouvertement de consommation de cannabis. Puis là, avant, là, c'est « Oh là non, lui, il fume son joint, là, lui, il est illégal. » Puis là, on parle plus de ça. Là, on est plus dans hey, « J'espère qu'il ne conduit pas après d'avoir consommé. J'espère qu'il y a une bonne jase avec ses enfants. » pour dire qu'il y a quand même des risques à consommer du cannabis. Hein? Donc, même chose avec l'alcool, même chose avec les médicaments prescrits. Bien, ça pourrait être la même chose avec d'autres types de drogues. Puis d'être capable, là, justement, d'avoir une discussion ouverte où on n'est pas dans le jugement, où justement, on n'est pas en train de blâmer la personne pour ce choix de consommation-là. On fait tous des choix dans la vie, des fois de façon, des choix qui sont plus sains pour nous, des fois des choix qui sont plus risqués. Bien, en même temps, est-ce qu'on juge les personnes qui décident d'aller, par exemple, sauter en parachute, là, dire « Oh, mon Dieu, c'est risqué, faire de l'escalade, il y a plein de blessures, les gens qui font des sports extrêmes, là, tout ça. » Ben non, on dit hey, « c'est des aventuriers, c'est avec des risques qui viennent avec, là. » Donc, bien, même chose pour la consommation. C'est-à-dire que si on choisit de consommer, mais on le fait de façon informée, on le fait de façon le plus sécuritaire possible, je pense que justement, on peut avoir une conversation où on se dit, ben ça fait partie de notre société. Parce que c'est ça l'affaire. Les consommations, les drogues, là... Ça s'en ira pas demain matin, là. Et ça existe depuis toujours, que c'était des plantes là, qu'on a découvert avec plein de choses. Donc, de penser que on va éliminer la drogue. Il y a souvent ces messages-là. On fait fausse route. Moi, je pense qu'il y a peut-être des substances qu'il faut justement tenter de moins
être portées à consommer parce qu'ils sont plus dangereuses, soit à court ou à moyen ou à long terme. Je pense aux personnes qui développent, par exemple, des problèmes de santé mentale. Puis il y en a, là, on le voit, là, on parle à des collègues de Vancouver, des médecins qui voient au niveau de la meth, par exemple, puis qui est une drogue de plus en plus populaire ici. Il y avait le crack qui était très populaire, mais là, la meth là, revient en cristaux, là, est très populaire. Puis ce qu'on voit dans l'Ouest, certains médecins s'inquiètent parce qu'il y a vraiment au niveau du cerveau, des changements qui deviennent permanents ou quasi permanents. Donc, tu sais, c'est de réfléchir à ça, puis d'être capable de dire aux personnes qui souffrent, puis parce qu'ils consomment à cause de leur souffrance, parce qu'ils vivent un syndrome de post-traumatique, excusez-moi, ou carrément parce que ils ont juste le goût de s'évader parce que leur vie est trop difficile. Bien, si on est capable d'approcher ces personnes-là en leur disant « Hey, là, justement, c'est pas juste ça te met dans la merde, là, ça peut te mettre dans l'arbre longtemps. » La plupart des gens, si on peut offrir un soutien, puis qu'on leur dit « Oui, il va y avoir possibilité qu'un jour tu puisses être dans un logement, d'être bien, d'avoir de l'espoir, d'avoir des rêves, etc. » Bien, la personne va peut-être dire « Moi, peut-être là, la mettre à chaque jour, là, on va oublier ça. Ben, ou juste, tu sais, c'est un petit déclic qui peut être fait, mais pour ça, il faut être là avec les personnes sans jugement, puis leur offrir des services de base en premier lieu. Puis là, je parle de personnes qui sont peut-être en situation de plus grande marginalité, mais si je parle à des gens qui ont un logement ou ont une job, mais qu'ils n'osent pas aller le dire à leur proche ou à un médecin ou à quelqu'un à qui ils ont confiance, qu'ils consomment puis qui pensent que là, ils sont en train de perdre un petit peu c'est ça, perdre un peu le contrôle sur leur consommation parce qu'ils ont peur d'être jugés. C'est ça la problématique. Donc, d'être capable, justement, d'avoir des lieux où on peut se nommer, donc de l'ouverture qui est, pour tout le monde, dire ça fait partie de notre société. C'est certain qu'on voudrait qu'il n'y en ait pas à grand risque, qu'il y ait moins de consommation qui amène des difficultés, mais ça existe. Donc, pendant qu'on sait que ça existe, offrons des services, une variabilité de services à des gens qui veulent complètement arrêter, des gens qui ne sont pas rendus là du tout, et n'importe quoi entre les deux, pour être capable, justement, de diminuer à tout le moins les surdoses, mais en ayant aussi des services pour réduire aussi la consommation pour quelqu'un qui le veut. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Yves Séguin, directeur général du Centre d'intervention et de prévention de la toxicomanie en Outaouais. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 44 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, M. Yves Séguin, directeur général du Centre d'intervention et de prévention de la toxicomanie de l'Outaouais. Et j'aimerais vous rappeler également que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et nous avons également notre groupe de discussion Facebook auquel vous pouvez vous abonner. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour une prochaine à Studio Libre.